On est impressionné, on n'a pas l'habitude d'avoir affaire à des salles aussi nombreuses. D'habitude, on parle à 50 ou 60 personnes et c'est des causeries et c'est plus facile pour parler, pour échanger. Hein. Bon. Donc là, le fait que vous soyez si nombreux ce soir va peser un petit peu sur la soirée et on sera plus obligé de discourir. On va parler pendant 40-45 minutes. Je vais vous présenter PMO et Grenoble, et ma camarade va vous parler des objets connectés. Et ensuite, on reste alors là tant que vous voulez. Nous, on a l'habitude de faire des réunions au finish qui se terminent au milieu de la nuit. On discute tant qu'il y a des gens qui ont envie de parler. Enfin, que ce soit ici ou que ce soit au bar. Donc, pièces et main-d'œuvre. D'abord, qui sommes-nous et qu'est-ce qui justifie qu'on vienne vous gâcher une soirée à nous écouter pérorer? A priori, pas grand-chose. On est juste comme vous. Simplement, on habite à Grenoble au lieu d'habiter ici. Mais habitant à Grenoble, on n'habite pas n'importe où. On habite dans un endroit qui, historiquement, est la première des technopoles en France. C'est la première fois que le mot technopole a été prononcé. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et le deuxième motif, c'est le rapport particulier que nous entretenons avec notre ville, l'endroit où nous vivons, et qui est un rapport, comment dire, c'est une ville que nous avons beaucoup aimée. Ma camarade parce qu'elle y est née et qu'elle y a grandi, et moi parce que je suis un Grenoblois d'adoption, et que c'était une ville très intéressante dans les années 70. C'était une ville entourée de montagnes, c'était une ville à la montagne en fait. Bon. Et qui a subi une évolution désastreuse. C'est devenu une grosse ville. Et c'est devenu une ville comme toutes les villes. Quand on se promène ici, qu'on prend le bus pour aller, comme on a fait un peu de tourisme, hein, quand on prend le bus pour aller de Biarritz à... Où est-ce qu'on a été? À Saint-Jean-de-Luz. Bon, on voit cette rocade, cette voie express. C'est la même que partout. C'est la même zone commerciale. C'est la même... bon. Et simplement, on a décidé de faire attention à notre ville, comme si on était à l'étranger. En quelque sorte, on était à l'étranger. On était exilé dans notre propre ville. Et on a essayé de comprendre comment et pourquoi elle avait changé et pourquoi ça nous déplaisait. Et donc, on a fait de l'enquête sur notre ville. Comme si on était des reporters en permanent. Bon. Et on a commencé à écrire dessus, à faire des comptes rendus de notre voyage dans notre propre ville, et à les publier sous forme de tracts, de petites brochures. Bon, aller dans des réunions respectables, politiques, économiques, de décideurs, de scientifiques, à distribuer nos papiers, à faire de l'agitation. Et ça a fait du barouf. Et donc, comme on avait mis le doigt dans l'engrenage, on a continué. Et finalement, c'est une activité qui se poursuit depuis 3 lustres, entre 15 et 20 ans. Et on a publié un paquet de bouquins. On a fait des campagnes d'agitation, des campagnes politiques. Nous, on appelle ça des campagnes politiques, contre les nanotechnologies, contre les radiofréquences identification, contre le téléphone portable. Bon. Donc, on est des ennemis du progrès. Et ça nous a conduit aussi à nous préoccuper de Linky. Pour en revenir au point de départ, Linky ne vient pas de rien, et vous serez peut-être content d'apprendre que ça vous vient de Grenoble, de point de vue historique lointain, et du point de vue immédiat des fabricants de Linky, et des gens qui ont mis au point Linky, et des gens qui ont intrigué au niveau politique pour que Linky soit soutenu et promulgué par les parlementaires français et par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Pour en revenir au point de départ lointain et faire un petit peu d'histoire, en 1869, donc au siècle avant-dernier, un type qui s'appelait Aristide Bergès, qui est un peu de chez vous, enfin il est de l'Ariège, qui était ingénieur, chimiste, entrepreneur, fils de papetier, une papeterie industrielle, est venu s'installer à Grenoble. Et à 10 km de Grenoble,
il s'est installé dans la combe de Nançay. Alors, une combe chez nous, pas sur Paris chez vous, hein, c'est une vallée avec un torrent, quoi, où il avait sa papeterie. Simplement, il s'est distingué en équipant sa papeterie d'une turbine et d'une conduite forcée pour faire tourner la papeterie. Et rapidement, toutes les autres petites boîtes de la vallée du Grésivaudan, l'ont imité. Hein. Le Grésivaudan, c'est la vallée de l'Isère, et c'était une vallée historiquement où on fabriquait du papier. Bon. Donc les autres en ont fait autant. Et ça a lancé quelque chose qui a été ce qu'il a appelé la révolution de la houille blanche, par opposition à la houille noire. Hein. En fait, c'est un mot qu'il a volé à Cavour, à l'italien Cavour, mais bon, peu importe. Il a lancé donc la révolution de la houille blanche, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a trouvé le moyen, ou il a plutôt perfectionné le moyen de domestiquer la force des torrents pour produire de l'électricité. Bon. Et donc très rapidement, il a changé le paysage physique et industriel et économique et politique de la vallée et de la région grenobloise. Comme il était un entrepreneur prospère et que c'était un progressiste bon ton, bon, en 1878, il est rentré au conseil municipal de Grenoble. En 1880, il est devenu maire de Villarbonneau, où se trouvait son usine. Donc c'est vraiment le type même de l'entrepreneur local, de l'usinier local qui se fait élire maire de la localité. Et en 89, il a été le héros de l'exposition universelle de Paris, là où on a vraiment lancé le slogan de la houille blanche et où c'est devenu le mot d'ordre d'avant-garde de tous les industriels progressistes de l'époque. En 1890, Péchinet de Péchinet Eugène Kuhlmann, a ouvert son premier laboratoire à Froges, c'est dans la vallée, hein, à côté d'une usine d'électrolyse, et ils ont inventé le procédé de fabrication de l'aluminium. Et alors là, il s'est passé quelque chose, c'est que tous ces petits entrepreneurs, tous ces patrons, qui étaient tous des ingénieurs en fait, hein, le portrait type de la boîte à l'époque, c'est le chef d'entreprise qui a une double casquette, en même temps il est ingénieur, et c'est un type acharné d'innovation qui essaie de trouver un truc pour que ces machines elles tournent mieux, pour que les procédés s'améliorent, pour que les produits s'améliorent, etc., etc. Et tous ces gars-là, tous ces entrepreneurs avec des grosses barbes et des bons ventres et tout, qui tournent, ont compris quelque chose, c'est qu'ils n'exploitaient pas tant la houille blanche que la matière grise. C'est-à-dire, ils exploitaient des trouvailles scientifiques, ils exploitaient des inventions scientifiques et ils essayaient de lui trouver des applications technologiques et industrielles. Et comme tous ces gens étaient déjà implantés dans les conseils municipaux, dans les conseils généraux, comme ils avaient déjà acquis des positions d'influence, ils ont fait pression sur les pouvoirs publics locaux, donc au niveau du département, au niveau de la commune, au niveau du canton, pour que les pouvoirs publics investissent dans l'enseignement de l'électricité et dans les recherches sur l'électricité au niveau local. Et donc, la fac de Grenoble, qui était une chose assez misérable à l'époque, hein, Grenoble, c'était 20 000 habitants. Bon. La fac, c'était hérité du lycée de Stendhal. Bon. C'était surtout des humanités classiques, le grec, le latin, tout ça. Bon. Donc, en 1898, sous la pression des industriels ingénieurs locaux, a ouvert son premier institut d'électronique, de façon à fournir toutes les entreprises du coin en techniciens et en ingénieurs pour faire tourner leurs boîtes et les faire grossir. Et ça a très bien marché. Donc ça a été le départ de l'industrialisation de Grenoble. Et d'autre part, du point de vue académique, du point de vue recherche scientifique, ça s'est développé un petit peu de façon télescopique. C'est-à-dire que des recherches électroniques, électromécaniques sont sorties l'électrochimie, l'électromagnétisme, le nucléaire,
l'informatique, les micro- et nanotechnologies. Et d'une petite bourgade montagnarde de 20 000 habitants, 30 000 habitants, et ben aujourd'hui nous sommes, enfin Grenoble, sur la carte, c'est une métropole de 500 000 habitants. Parce que, évidemment, les idées ont des conséquences et les découvertes scientifiques ont des effets. Et chaque fois que vous inventez l'électrochimie, l'électromagnétisme, le nucléaire et ainsi de suite, du même coup, vous ouvrez la possibilité de fabriquer des industries, des usines, des boîtes. L'électrochimie, ça a fait toute la zone chimique de Pont-de-Clay. Bon. Je ne me rappelle plus le nom des boîtes, mais enfin bon. Arkema, Progil, tout ça. Bon. La zone chimique de Pont-de-Clay, par exemple, ça a été les obus au chlore en 14. C'est ce qui a permis de fabriquer les obus au chlore en 14. Bon. L'électromagnétisme, c'est entre les deux guerres. C'était pour les avions, bon, et ainsi de suite. Mais l'électromagnétisme a provoqué l'installation à Grenoble d'un scientifique de premier plan qui s'appelle Louis Néel, qui a été prix Nobel de physique en 1970. C'était un spécialiste de l'électromagnétisme, donc il avait le choix entre Strasbourg, Clermont-Ferrand, Grenoble. Il s'est installé à Grenoble parce que Grenoble avait une réputation déjà de ville favorable à l'investissement scientifique et à l'application des découvertes de la science aux technologies et aux usines. Et lui, c'était son idéal dans la vie. C'était un scientifique qui voulait trouver des trucs pour les usines. Donc il s'est installé à Grenoble. Et comme il s'est installé à Grenoble et comme il était repéré dans sa spécialité, c'est lui qui a fait venir à Grenoble, après la Seconde Guerre mondiale, d'abord un détachement du CNRS, du Centre national de recherche scientifique, puis le premier détachement du commissariat à l'énergie atomique en province, en 1955. Le CENG, Centre d'études nucléaires Grenoble. Chez nous, on disait le singe. Donc, le CENG a créé en son sein un laboratoire d'application qui s'appelait le LETI et qui a fait ce qu'on appelait des essaimages. À ce jour, je ne sais pas combien le LETI a créé de start-up à Grenoble, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines. Donc, l'activité scientifique a nourri en aval cette activité économique industrielle. Et en retour, l'activité économique et industrielle, armée au pot, a donné de l'argent, évidemment, pour favoriser la recherche et le développement. Et tous ces ingénieurs, tous ces directeurs de boîtes se sont investis dans la vie politique et civique locale. Ils ont investi les syndicats, les partis, les conseils municipaux, le conseil d'administration de la Maison de la Culture, les députations, etc. Et étant présents dans toutes ces instances de décision, ils ont aussi fait pression pour que la faculté de Grenoble crée les chaires, les départements de sciences et de recherche, donne les crédits de recherche, favorise le développement des sciences et technologies à Grenoble. Donc c'est harmonieux. C'est un pouvoir à trois têtes. Le patronat local, la politique locale, l'université locale. Il y avait un mot pour ça d'ailleurs, c'était le... liaison recherche-industrie. C'est ça, c'est la liaison recherche-industrie. Je ne sais pas pourquoi je me... Donc ça a continué pendant des décennies. Moi, j'ai été témoin des derniers développements de cette histoire. Quand vous faites du nucléaire, quand vous faites du nucléaire et que vous voulez utiliser du nucléaire, par exemple en milieu sous-marin ou dans les centrales, et que vous vous servez d'informatique, il vous faut un silicium particulier. On appelle ça du silicium durci pour résister à la radioactivité. Qu'à ça ne tienne, le CEA a donné 80 ingénieurs et les fonds d'amorçage suffisants pour créer une boîte qui est maintenant la 5e entreprise européenne pour la fabrication de puces électroniques. Et comme l'informatique, pour que ça marche bien, il faut que ça réduise en taille et que ça augmente les vitesses de calcul, Grenoble est devenu aussi un centre de microélectronique. Et de la microélectronique, on est passé à la nanoélectronique. Et on est passé du commissariat à l'énergie atomique à Minatec.
micro et nanotechnologie. Hein, oui, c'est comme ça que ça marche. Et le dernier gros investissement industriel en France, le plus gros, a eu lieu en 2003, quand ST Microelectronics, au sein d'une alliance qui regroupait ST Micro, Motorola et Philips, a investi dans une fonderie de puces à 3 milliards d'euros. C'était le plus gros investissement depuis la dernière centrale nucléaire. Et cette fonderie a été inaugurée par Jacques Chirac. Voilà, ça c'est Grenoble. Et pourquoi ça nous intéresse, vu le thème de la soirée, c'est parce que, au terme de ce développement télescopique, en 2012, l'INPG, l'Institut national polytechnique de Grenoble, a créé une chaire industrielle d'excellence financée par ERDF, c'est-à-dire l'ex-Enedis, sur les smart grids. Les smart grids, c'est les réseaux intelligents. Bon. Donc, on est passé en à peu près un siècle de cette turbine qui équipait la combe de Lancey et qui servait à faire tourner les papeteries, et qui dans une ville qui faisait 20-30 000 habitants, à une agglomération, une métropole, une technopole de 500 000 habitants, qui s'est diversifiée dans les hautes technologies et qui accouche finalement, en tout cas c'est le sujet qu'on va étudier ce soir, des Linky et des smart grids. Donc voilà, vous avez compris à qui vous devez ce projet, entre autres. On s'excuse pour le dérangement, mais il se trouve qu'effectivement Grenoble est au cœur de ce projet-là. Parce que tout le développement télescopique qui vous a été présenté aboutit dans les années 2010 à peu près à l'émergence d'une nouvelle vague technologique qui est celle en effet de la nanoélectronique. Nano, ça veut dire tout petit, hein. Ça veut dire qu'on est capable de faire des éléments informatiques, électroniques, si petits qu'on peut les implanter dans n'importe quel objet et n'importe quel être vivant. Et donc, les années 2010 voient émerger un nouveau secteur qui est ce qu'on appelle l'informatique ambiante. C'est comme ça que les ingénieurs l'appellent. En fait, c'est le monde numérique. Hein, c'est la vie connectée dont on parle ce soir. C'est-à-dire le fait qu'on peut mettre des capteurs, on peut mettre des puces électroniques, que ces puces électroniques peuvent être non seulement toutes petites, mais communicantes, c'est-à-dire récupérer des données et en communiquer à distance. Tout ça, on peut le faire tout petit et on peut le mettre partout. Et donc, l'idée émerge dans les laboratoires et dans les multinationales aussi, de construire un monde où tout serait connecté. Ce monde-là, IBM, qui est leader dans les solutions informatiques, dans les années 2008, lui donne un nom et il l'appelle la planète intelligente, la Smart Planet. Peut-être vous vous souvenez, il y a 10 ans, il y avait des publicités partout dans les journaux, sur les panneaux dans les gares, je me souviens à Paris on avait vu ça, pour une planète plus intelligente. En fait, derrière ce terme un peu attrayant, hein, évidemment c'est le but de la publicité, se cache un projet qui est en train de se réaliser, qui est l'idée au fond que nous devrions vivre sur une planète où tout serait interconnecté. Quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire les objets les plus bêtes, comme ce stylo, avec l'environnement, c'est-à-dire le mobilier, qu'il soit urbain, à l'extérieur ou bien dans les maisons, les objets qui vous sont familiers, mais aussi, donc je disais, les êtres vivants, puisque vous savez qu'on puce les animaux, hein, on puce les animaux d'élevage, les animaux domestiques et les animaux sauvages aussi. Et aussi au-delà, on puce ce qui fait partie du monde naturel, entre guillemets, parce que du coup il est plus naturel, mais par exemple on puce les arbres de Paris pour pouvoir mieux les gérer. On met aussi des capteurs dans des environnements naturels, par exemple pour détecter une montée d'eau sur une rivière ou un départ d'incendie, enfin tout ce qu'on veut. Il y a de multiples justifications. Donc l'idée c'est que, et c'est IBM qui a vraiment théorisé ça, c'est que dans nos vies, en fait, nos vies s'hybrident avec le numérique. Y compris nous, hein. D'abord parce que nous portons des objets connectés,
mais aussi parce qu'on peut nous en implanter, parce que ces fameuses puces communicantes peuvent aussi exister en version sous-cutanée. Alors soit pour des malades qui veulent avoir leur dossier médical sous la peau, ou bien des employés de banque qu'on puce dans certains pays pour qu'ils puissent s'identifier en arrivant au travail, et un tas d'applications plus ou moins ludiques aussi. Hein. Ça passe souvent aussi par le ludique, ces choses-là. Donc tout devient numérique, tout devient connecté, tout devient communicant. Parce que la caractéristique de ces objets connectés, c'est qu'ils communiquent. Ils collectent des données, ils les transmettent. Transmettant des données, ils peuvent aussi discuter entre eux. C'est-à-dire que les objets se mettent à avoir une forme de conversation, si on veut dire, en échangeant les données, et pas juste pour le plaisir de la conversation, mais pour agir et prendre des décisions à notre place. Et le concept de planète intelligente a ensuite été décliné à des échelles plus petites pour arriver à l'idée de la ville intelligente, de la smart city. Et ça, en ce moment, vous ne pouvez pas y échapper, parce que l'offensive publicitaire, elle est massive, elle est partout, et sans qu'on ait jamais eu à dire notre mot là-dessus, il est admis que la ville du futur sera une smart city, et que donc demain, vous serez des smartiens, vous vivrez dans smart city. Qu'est-ce que c'est que cette ville intelligente ? Alors, intelligent, quand on dit intelligent, c'est un terme qui vient de l'anglais. Intelligence, en anglais, ça veut dire renseignement, hein, comme dans Intelligence Service. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas des objets qui pensent mieux que nous, c'est des objets qui renseignent sur nous. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc il faut imaginer une ville, c'est déjà le cas, ça commence déjà. Ça se fait de façon assez insidieuse, mais par plein de bouts différents. Puis à un moment donné, tout ça, ça s'interconnecte. Hein. Mais les bouts différents, c'est d'un côté, on vous l'a dit, les réseaux intelligents, les smart grids, c'est-à-dire que le réseau électrique que vous connaissiez va se doubler d'un réseau informatique. Il va intégrer de l'informatique, du début jusqu'à la fin. La fin étant, chez vous, le compteur. Mais dans le même temps, les réseaux de transport sont équipés de la même façon. Vous avez maintenant des systèmes de billettique avec des cartes sans contact, des cartes à puce, qui font qu'on sait quand vous avez pris tel transport, où vous avez changé, combien de temps vous avez passé, quelles sont vos habitudes, ce genre de choses. Vous avez aussi des poubelles qui sont pucées maintenant. Hein, le ramassage des poubelles passe par les puces. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur les fonctionnements des habitants. Et puis vous avez les voitures sans chauffeur qui sont en train de se développer. Ces voitures sans chauffeur, elles fonctionnent comme ça, grâce à l'interconnexion avec l'environnement. Et j'en passe parce que les exemples sont multiples, y compris dans les maisons, puisque maintenant l'idée c'est que votre maison aussi soit intelligente. Donc tout le domaine de l'électroménager et de ce qu'on appelle la domotique, mais aussi d'objets qui vous étaient tout à fait familiers, est amené à s'hybrider avec l'informatique et donc à être connecté. C'est la machine à laver qui passe commande toute seule de la lessive parce qu'il n'y en a plus. C'est le frigo qui passe commande des yaourts parce qu'il est branché, il est connecté à Internet. C'est vos volets roulants qui vont être pilotés à distance. Et c'est l'idée au fond que votre maison soit programmée pour agir toute seule en quelque sorte, au motif, bien sûr, toujours d'améliorer votre confort. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'appuyer sur des boutons soi-même. Donc, l'idée qu'on vous vend toujours, c'est vous n'aurez plus rien à faire. Vous n'aurez plus rien à faire chez vous dans votre vie quotidienne. Vous n'aurez plus rien à faire non plus dans la ville intelligente, où donc les objets, les structures, les réseaux, étant intelligents, agissent d'eux-mêmes. Vous n'aurez plus rien à faire dans un tas d'endroits, au travail non plus, parce que vous savez que les robots, les automates, les logiciels sont plus efficaces que vous. L'idée de la planète intelligente, c'est d'évacuer l'humain de tous les aspects de sa vie. C'est l'idée que l'humain n'est pas efficace, qu'il a des tas de défauts, vous les connaissez aussi bien que nous, donc je les énumère pas, mais ces défauts ont pour conséquence de ralentir la machine. C'est ça le principal problème avec l'humain, c'est il ralentit la machine. Il n'est pas à la hauteur de la machine. Et donc, en fait, les machines vont être plus efficaces que nous. Il y a des villes qui ont déjà adopté des systèmes où tout est interconnecté, dans des très grosses villes. Je pense à Mexico, où IBM, mais aussi Thales ont vendu des systèmes comme ça, qui font que les caméras de vidéosurveillance
qui maintenant savent détecter, lire des plaques d'immatriculation, mais savent aussi faire de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire savoir qui vous êtes, qui savent aussi détecter des comportements hors normes. On ne sait pas qui les a déterminés, mais ils sont hors normes. Tout ça peut se connecter avec les systèmes, je vous disais tout à l'heure, de billettique dans les transports en commun. Ça se connecte aussi avec les capteurs qui sont partout dans l'environnement. Et ça se connecte avec le capteur ultime que vous avez tous dans la poche, et qui s'appelle un smartphone. Donc, quand vous croisez toutes ces données, évidemment que vous devenez complètement transparent. Tout de vous est transparent, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que vous-même, en tant qu'individu qui prend des décisions, qui choisit pour lui comment faire, quoi faire, comment organiser sa vie, ses transports, son mode de vie, ça vous échappe de plus en plus. C'est de plus en plus pris en charge par la machine. Un exemple frappant, par exemple, dans certaines stations de métro, à Londres notamment, qui sont équipées de ces systèmes-là, selon l'affluence dans le métro, l'environnement machinique, c'est-à-dire les guichets automatiques qui délivrent les billets, c'est-à-dire les portiques automatiques qui s'ouvrent et qui se ferment, les tapis roulants, tous ces systèmes-là modifient à votre insu votre rythme de déplacement dans la station. Selon qu'il y a trop de monde ou qu'il n'y en a pas beaucoup, votre propre rythme de déplacement de piéton est modifié à votre insu. C'est-à-dire que vraiment, c'est un environnement où vous êtes dans la machine, en quelque sorte, et elle vous guide, elle vous fait aller à son rythme. C'est ça la ville intelligente. Et là où c'est pervers, c'est que ça nous est vendu comme étant écologique. C'est-à-dire que, comme vous êtes des humains et que vous faites un peu n'importe quoi, on va demander à la machine de gérer ça de façon optimale, rationnelle, vraiment, comme une usine, comme on organise une usine avec des flux et des stocks qui sont bien gérés au mieux, de façon à économiser les ressources. Et là, dans le cas des réseaux intelligents, on va vous dire que c'est pour économiser l'électricité. Et donc, on en arrive à l'argumentaire d'Enedis qui vous dit que le Linky, le principal motif d'installation de ce compteur-là, c'est de faire des économies d'énergie à vous-même en tant que consommateur et à la société et à la planète qui va très mal. Et donc, on est obligé de faire quelque chose. Donc, voilà l'argument de ce qu'on appelle la transition énergétique. La loi de transition énergétique qui a été votée en 2014 et qui impose Linky explique tout ça très bien. Nous devons vivre dans une société où on rationne et on rationalise la consommation des ressources et des énergies. Alors, est-ce que c'est vrai ? La réponse est non. D'abord parce que la ville intelligente, l'Internet des objets, tous ces objets qui sont connectés à Internet, qui sont électroniques, les réseaux automatiques, les voitures sans chauffeur ou avec chauffeur mais électriques, les grands réseaux, la collecte de données, les data centers dans lesquels on stocke ces données, vous savez, ces grands entrepôts dans lesquels il y a des kilos et des kilos de matériel informatique qui moulinent toutes ces données pour que ça marche, tout ça, ça fonctionne évidemment à l'électricité. Et donc, la courbe de consommation globale de l'électricité, elle est exponentielle, au point que l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, avait dit en 2014, au moment des discussions d'ailleurs sur la loi de transition énergétique, qu'en 2030, le parc nucléaire français ne couvrirait pas la moitié de nos besoins. Parce qu'il table sur des hausses de consommation massive, notamment à cause de la vie connectée et de la vie numérique. Évidemment, la vie connectée, c'est une vie électrique. On était déjà dans une vie électrique assez massivement, il suffit de regarder autour de nous, mais la vie connectée, la vie numérique, c'est électricité, puissance informatique. Donc c'est colossal. Évidemment, Linky participe à ce système-là, puisque, comme vous le savez, il est question donc de relever les données de consommation très régulièrement. Alors ça change, les informations changent. Enfin, aux dernières nouvelles, on peut dire que c'est à peu près toutes les demi-heures. Donc c'est des données en quantité considérable qui sont collectées. La société prestataire d'Enedis qui est chargée de cette collecte, enfin pas de la collecte, mais de la gestion et du traitement des données, c'est une société qui s'appelle Teradata. Elle table sur 2000 milliards de relevés par an.
C'est-à-dire, c'est des quantités en termes de volume qui sont énormes et qui, évidemment, tout ça consomme beaucoup d'électricité, au point qu'on estime qu'en 2020, les data centers, juste pour les États-Unis, vont émettre autant de CO2 que les avions. Donc, si l'objet de tout ça, c'était d'aller vers une transition écologique, c'est raté. C'est pas une bonne idée. D'autant plus que, comme on nous invite et qu'on nous incite et qu'on nous pousse et que de plus en plus on n'a pas le choix d'entrer dans ce monde-là, les objets connectés se multiplient autour de nous, au point qu'on estime que d'ici 4-5 ans, chaque foyer français en aura 50 objets connectés, contre 10 aujourd'hui déjà quand même. Donc ça veut dire que dans votre maison, les objets connectés vont se multiplier. Et l'Agence internationale de l'énergie, en 2013, c'est-à-dire il y a longtemps, si on considère la vitesse à laquelle ça va, avait calculé que déjà les objets connectés consommaient plus que le Canada et la Finlande réunis en termes d'électricité. Donc en fait, on est dans une débauche d'objets inutiles que personne d'entre vous n'a jamais demandé. Personne n'a jamais demandé à avoir un frigo qui fasse les courses tout seul sur Internet, qui vont s'imposer et qui vont nous faire rentrer dans ce cercle vicieux de consommation d'électricité toujours plus grande, et qui va donc nous obliger à accepter que cette électricité toujours plus consommée de façon toujours plus importante soit gérée au plus finement, et donc c'est à ce titre-là qu'on nous impose Linky. Vous voyez le raisonnement, comment il fonctionne. Alors, quand on lit la littérature d'Enedis, de ses dirigeants, les interviews qu'ils peuvent donner, notamment dans la presse économique, on s'aperçoit qu'en fait, le vrai motif, il n'est pas là. L'idée de nous faire économiser l'énergie, ça, c'est bon pour nous, pour la publicité, pour le lambda, pour les consommateurs, c'est vraiment de la com. Le vrai usage de Linky, il y en a deux principalement. Le premier, c'est le fait qu'on soit depuis quelques années entré sur un marché de l'électricité qui est ouvert à la concurrence. On n'a plus seulement un fournisseur d'électricité, mais on en a plein, et ça se passe au niveau européen. Et en fait, il y a une bourse de l'électricité européenne et qui se passe vraiment comme une bourse, avec un cours de l'électricité qui change tous les jours en fonction de l'offre et de la demande. Et sur ce marché, il y a des acteurs qui interviennent pour acheter ou vendre de l'électricité. Ces acteurs, ça peut être des producteurs d'électricité, ça peut être des distributeurs d'électricité, ça peut être des grosses multinationales qui en consomment beaucoup et qui donc ont intérêt à aller l'acheter directement sur le marché au lieu de passer par un distributeur, ça existe. Et puis vous avez des banques qui n'ont rien à faire sur le marché de l'électricité, mais qui sont là pour acheter et vendre et faire ce qu'on fait sur n'importe quelle bourse, c'est-à-dire spéculer sur ce bien-là. Et donc, vous voyez que Linky présente un intérêt considérable pour ça, parce qu'il vous permet de connaître la consommation à peu près en temps réel. Ou en tout cas, vous pouvez anticiper beaucoup mieux, puisque vous avez ces données qui remontent tout le temps, très finement, de savoir que c'est plutôt tel jour de la semaine, c'est plutôt à tel moment, c'est plutôt à telle heure, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. La demande augmente ou diminue. Donc, si vous êtes un opérateur sur ce marché, vous pouvez acheter de l'électricité en prévision ou en vendre, savoir qu'aujourd'hui vous n'allez peut-être pas en acheter trop parce que vous savez que c'est demain qu'il y aura plus de consommation, etc. Donc ça, c'est un des vrais usages du Linky. Le deuxième vrai intérêt de Linky, et ça maintenant tout le monde le sait, parce que nous quand on l'a dit il y a quelques années, ça paraissait être un scoop, mais maintenant tout le monde le sait, puisque même le président d'Enedis s'en vante, c'est d'être un opérateur du big data. Le big data, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est l'idée que vous avez des aspirateurs à données partout autour de vous, dans vos vies, qui collectent des données sur toutes vos habitudes, évidemment de consommation, mais vos habitudes de vie, vos habitudes de relation avec les autres, de déplacement, de préférence à tout niveau, et qui permettent ensuite de venir vous cibler comme consommateur pour vous vendre des produits et des services qui correspondent exactement à votre profil individuel et pas taper à côté. Le big data, comme disent les économistes, c'est le nouveau minerai de l'économie. Quand ils disent ça, il faut les prendre au sérieux. C'est-à-dire que le marché est monumental. On a du mal à se représenter ce que ça veut dire parce que ça reste un peu abstrait. Je vous donne un exemple comme ça. Si vous vendez des couches pour bébés
et que vous ciblez très massivement les campagnes de publicité comme ça. Bon, vous avez comment dire, la chance de tomber sur peut-être quelques femmes enceintes ou quelques couples en attente d'enfants bientôt, mais vous allez, comme vous tapez au hasard, vous allez tomber sur des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas plus l'âge d'en avoir, qui s'en fichent, enfin, donc vous perdez l'efficacité de votre campagne de publicité. Mais si vous avez les données, grâce à tous ces objets-là, et puis grâce au croisement de tous les fichiers aussi, qui vous permettent de cibler des femmes enceintes, premièrement, mais au bon moment, parce que quand elles en sont au 3e mois, c'est trop tôt. Si vous pouvez les cibler des femmes enceintes au 8e mois ou bientôt au 9e mois, là, la campagne de publicité, je peux vous dire qu'elle gagne en efficacité. Donc, vous avez besoin de savoir où elles sont, qui elles sont, ces femmes enceintes au 8e mois exactement. C'est ça que permet le big data. Et ça va très loin. C'est-à-dire, je vous donne cet exemple-là, mais ça concerne tous les aspects de nos vies. Et Enedis a d'ores et déjà prévu d'utiliser les données qui vont être collectées sur nos modes de vie à la maison, puisque le compteur il est à la maison, donc il sait nos modes de vie vraiment dans ce qu'on a de plus intime, qui est le foyer, pour pouvoir les croiser. Et j'ai lu là récemment qu'il disait qu'il travaillait avec des startups, par exemple pour croiser les données de consommation d'électricité avec celles de la consommation d'eau, et avec celle des parkings intelligents. Parce que même les parkings sont intelligents, donc on connaît vos déplacements, par exemple. Ça permet d'avoir une vision très fine de vos modes de vie. Donc, ils ont ce projet au point que M. Monloubou, le président d'Enedis, se vante de dire que, comme opérateur de Big Data, il va bientôt gérer 35 millions de capteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un compteur qu'on installe chez vous, c'est un capteur. Notez bien. Et puis, ils ont créé au sein d'Enedis une équipe qui s'appelle la Fabrique numérique. Donc, ils emploient ce qu'on appelle des data scientists. Vous avez tous compris, puisque nous sommes tous américains. Donc, des gens dont le métier est de collecter la donnée, mais surtout de savoir quoi en faire. Donc, ils vont travailler avec des startups pour, comme ils disent, trouver de nouvelles exploitations. Le jargon est intéressant. C'est-à-dire, en fait, comment faire de vos données personnelles de l'argent, tout simplement. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit plus du tout pour Enedis de distribuer de l'électricité. À la limite, j'ai envie de dire que ce métier-là, qui est son métier principal, devient annexe. Oui, au passage, on vous donne de l'électricité, ok. Mais surtout, on vient collecter des données sur vous, et c'est là-dessus qu'ils vont faire leurs bénéfices et qu'ils vont pouvoir se développer. D'autant plus que, comme je vous le disais, le projet est que votre maison elle-même devienne intelligente. Donc ils vont pouvoir discuter avec les marchands d'électroménager, avec les marchands de domotique, avec les assureurs, avec les gens qui vendent de la surveillance, tout un tas de gens qui piaffent à votre porte, qui attendent que vous ayez ce compteur, pour pouvoir vous proposer ensuite des services qui seront vraiment ciblés selon votre profil. Et j'aime autant vous dire que c'est un marché très très convoité. Ils y sont tous là, ils sont tous en attente qu'on soit tous connectés. Au point que même EDF a créé sa propre filiale qui s'appelle SOWI et qui est une filiale destinée à vendre des objets connectés. Donc, vous voyez que c'est plus du tout des gens qui sont juste producteurs d'électricité, mais ils sont tous à venir vouloir manger sur ce marché et ils ont de bonnes raisons de le faire parce que au fond le smartphone s'étant diffusé avec une facilité déconcertante, ils pensent que maintenant ça y est, les esprits sont prêts et dans une certaine mesure ils n'ont pas tort à se dire au fond oui, après tout si mes objets prennent des décisions à ma place, voilà, ça m'arrange quoi. On s'est rendu compte récemment qu'ils avaient anticipé tout ça, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils déployaient Linky, le compteur, fin 2015, ils ont lancé un site internet, Enedis, qui s'appelle smartlink.fr et qui est alimenté par une agence de com dont le métier est de fournir du contenu sous forme de reportages, vidéos ou écrits, mais qui sont très bien faits, qui donnent l'impression d'être faits par de la presse, des journalistes. Et c'est bien le but, c'est que ça soit repris ensuite tel quel par la presse.
Et donc sur ce site SmartLink, vous avez des reportages sur les villes intelligentes qui existent déjà en France. Comment ça marche bien, comment c'est efficace. Alors évidemment il y a Grenoble, hein, vous ne serez pas déçus, mais il y a aussi Nantes, Rennes, et à chaque fois il y a un exemple qui vous montre voilà, que grâce à la vie connectée, et ben maintenant on a résolu tel ou tel type de problème à tel endroit. Évidemment c'est toujours très très focalisé, ça donne jamais la vision d'ensemble que je vous décrivais tout à l'heure, qui est une course effrénée à toujours plus de connexion, à toujours plus de consommation. Et ça ne nous le dit pas. Au contraire, ça nous dit que c'est écologique. C'est vraiment un énorme mensonge dans les faits, quoi. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce site smartlink.fr. Si vous n'avez pas envie d'aller sur ce site directement, vous pouvez aussi aller sur celui du Monde, parce que le journal Le Monde est partenaire. De la même façon qu'il y a 10 ans, ils étaient partenaires de la campagne de publicité d'IBM pour une planète plus intelligente. Ils avaient sur leur site, vous pouviez accéder à des pages spéciales où vous aviez des reportages sur les villes intelligentes. Ils font pareil avec Enedis en ce moment. Donc vous avez des liens qui vont vous amener sur les reportages d'Enedis, un peu comme si c'était de l'information. Si vous êtes un peu distrait, vous ne faites pas attention. Et vous verrez que en fait, le monde, évidemment, soutient et encourage la ville intelligente. Donc, en gros, les principaux problèmes pour nous, pour résumer, puis après on va discuter. On n'a pas parlé de la question sanitaire pour une raison très simple, c'est que toute innovation technologique, depuis 150 ans, on peut remonter, mettons, à 150 ans, toute innovation technologique apporte ses nuisances environnementales et sanitaires. Dans ce sens, Linky ne se distingue absolument pas du reste. Il va apporter son lot de nuisances supplémentaires, ça on est d'accord, mais c'est pas ça qui est nouveau avec Linky, hélas. C'est-à-dire qu'il faut bien vous comprendre que voilà, c'est le système industriel marche comme ça. En revanche, ce qui est nouveau avec Linky, c'est ce qu'on vous a décrit. C'est-à-dire le fait que, vous allez devenir vraiment complètement transparent aux yeux du pouvoir économico-politique, on peut dire ça comme ça, de façon globale, et que cette intrusion, elle vient chez vous. Elle vient dans ce qui, jusqu'ici, pouvait être considéré comme encore un endroit un peu préservé. Et deux, elle vous évince, elle nous évince de nos vies par le fait que ce sont les machines qui prennent la direction, en quelque sorte, de l'organisation sociale. À quoi bon vivre? Les machines le font mieux que nous. Et puis, enfin, il y a donc cette idée de l'imposture écologique. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette fuite en avant technologique qui prétend régler des problèmes qui ont été créés par les vagues techno-industrielles précédentes. Ça fait 200 ans que l'industrie, à force d'accélérer et de piller la planète, nous emmène dans la situation où on est aujourd'hui, qui est de dire, en fait, il y a un problème, et donc pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une couche technologique qui est censée régler le problème. On voit qu'elle ne le fait pas, et que si on veut vraiment réduire la consommation d'électricité, on n'a pas besoin d'un marteau-pilon pour écraser une mouche, mais on a besoin de choses très simples. On a besoin juste de réduire notre consommation d'électricité, c'est-à-dire de ne pas avoir d'objets connectés, et puis d'adopter un certain nombre d'habitudes qui font qu'on change, qu'on arrête d'être dépendant de l'électricité de la manière dont on l'est aujourd'hui, qui n'est pas vivable, quoi. Voilà, donc pas consommer de gadgets, déjà ce serait un premier point, et je te laisse conclure. Oui, en fait, je vais boucler sur cette petite présentation au début. Là, vous êtes peut-être, comme on nous a annoncé, ce que vous avez entendu jusqu'à présent, vous avez peut-être l'impression que nous sommes en quelque sorte des spécialistes des technologies, et en fait, pas du tout. On est des généralistes de la politique. Mais nous sommes des généralistes de la politique à un moment, à une époque, où la technologie a évincé la politique. Aucune des transformations qui affectent nos villes, qui affectent nos vies, qui affectent notre monde, et auxquelles nous nous plions de plus ou moins bon gré, n'a été discutée et délibérée démocratiquement. Chaque fois, ça nous a été présenté comme une évolution technologique naturelle. Et donc, si c'est technologique,
c'est neutre politiquement et on n'a rien à dire. Nous, on ne pense pas ça. On pense que la technologie est le véritable lieu de la politique de notre temps. Et donc, que nous devons discuter de technologie et que nous devons discuter de la technologie en tant que question politique, même si la technologie, c'est aride et barbant. C'est aride et barbant, mais ça transforme nos vies. Donc, ça nous regarde. Et c'est ça qu'on s'est attaché à faire à partir de Grenoble. Donc, pour nous, c'était plus facile parce qu'on était en quelque sorte dans la gueule du loup. Mais des Grenoble, il y en a partout. La Silicon Valley, elle est partout. Ce qu'on trouve dans les technopoles, dans les laboratoires de recherche, ça ne s'arrête pas aux frontières de Grenoble. Quand on invente les puces, on puce les moutons qui ne sont pas à Grenoble, qui sont dans la Soule ou qui sont ailleurs. Bon. Et on fait des lois pour obliger les gens à pucer leurs moutons. Ou on fait des lois pour obliger les professeurs et les instituteurs à faire le livret numérique et à apprendre à leurs enfants, enfin à leurs élèves, à coder. Et donc, on pourrait multiplier les exemples, hein, on pourrait faire une liste. Et donc, la conclusion provisoire à laquelle nous sommes arrivés, c'était que tous ces gens qui passent leur temps à nous évaluer, soit dans le cadre de l'entreprise, soit à l'école, soit dans notre vie sociale, où on est tout le temps audité, où on est tout le temps, une fois par an, on doit passer devant quelqu'un, un chef ou je ne sais pas quoi, qui dit « Bon alors vos objectifs, vous avez rempli vos objectifs, etc. » Ou bien est-ce que vous êtes éligible pour telle ou telle subvention, je ne sais pas vraiment. En fait, nous, on devrait retourner ça et évaluer les évaluateurs. Et on devrait en particulier, puisqu'il est tout le temps question d'audit, pour ouvrir ou fermer une boîte, pour la laisser survivre ou non, pour déplacer un hôpital ou le fermer, ou une clinique, ou une ligne de chemin de fer. Nous, on devrait faire l'inverse et dire, bon, ça fait quand même 200 ans que ça dure. Enfin, la révolution industrielle, en gros, c'est le début du 19e siècle. Mais après, elle s'est accélérée. Deuxième révolution industrielle, l'électricité. Troisième révolution industrielle, le nucléaire et l'informatique. Et maintenant, on nous dit de sources officielles d'en haut ce que des gens comme nous disaient d'en bas depuis très longtemps. On va dans le mur. Bon, les gouvernements de la planète se réunissent pour nous informer officiellement que nous allons dans le mur. Les académies des sciences et technologiques font des rapports pour nous dire que nous allons dans le mur. Enfin, c'est non seulement le chaos climatique, mais c'est l'effondrement de l'environnement. On nous explique subitement, on découvre qu'il y a 300 morts par an à Grenoble de pollution atmosphérique et que c'est partout pareil en France. Et ce qu'on appelait les pics de pollution, en fait, on nous découvre que ce n'est pas des pics, c'est des plateaux. C'est des hauts plateaux, ça oui, mais c'est des plateaux, avec de temps en temps un pic. Bon. Et à tout ça, on ne présente comme seul remède que l'organisation autoritaire, via la technologie, de la vie sociale. Les compteurs Linky et tout le reste, ça va servir, ce sera un petit peu l'équivalent de la carte de rationnement pendant l'occupation. Vous avez droit à tant d'unités d'énergie à dépenser, vous avez droit à tant d'énergie, de ceci, de calories, de machin, etc. Et ce sera facile puisque ce sera contrôlé électroniquement. Et il y aura, comme pour les poubelles, tout un système de stimulation de bons points et de mauvais points. Soit vous remplissez les objectifs et vous êtes un bon citoyen, vous êtes un citoyen vertueux, vous êtes conscient de l'état de l'environnement et de la planète et vous souciez les autres. Bon, soit vous ne répondez pas aux objectifs et dans ce cas-là, il y aura peut-être des petites punitions et puis peut-être de plus en plus de punitions. Mais de toute façon, vous serez fliqué, c'est-à-dire vous serez à poil, transparent, dans le regard d'un pouvoir opaque et qui a les moyens. C'est-à-dire que l'appareil techno-industriel est devenu le véritable appareil politique de notre temps. Et ce sont les technocrates, les experts, les conseillers, tous ces gens qui ne sont pas élus, mais qui ont des réunions en commission avec les élus, soit au niveau de la commune, soit au niveau du département,
au niveau de la région, et plus encore au niveau national et au niveau de l'Europe. On pourrait vous en parler. Bon. Ces gens-là disent au gouvernement, aux élus, à vos élus que vous élisez de pas grand-chose, hein. Le maire de Grenoble, il est élu avec une voix de Grenoblois sur 8. Bon. Ah oui, il est pourtant maire de tous les Grenoblois. Mais Grenoble, c'est particulier parce que c'est toujours des ingénieurs qui sont élus. Mais tous ces élus, en fait, comment ils prennent leurs décisions? Eh bien, ils demandent à leurs administrations, à leurs technocrates, à leurs conseillers, qui leur disent, monsieur le maire, compte tenu de ceci, de cela, etc., il n'y a qu'une seule solution possible, c'est ça. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on ferme telle école, ou il faut qu'on fasse ci, ou il faut qu'on fasse ça, etc. L'ordinateur l'a dit. On a mis toutes les données dans l'ordinateur, on a appuyé sur le bouton, et l'ordinateur a dit, la seule solution rationnelle, c'est ça. Maintenant, monsieur le maire, débrouillez-vous pour aller expliquer ça à vos élus, à vos électeurs, à vos mandants, ou monsieur le président de la République, ou monsieur... Bon, voilà. Donc, la proposition que nous, on fait, nous, Pièces et Main-d'œuvre, ce serait de retourner ce regard et de faire l'audit de la société industrielle et technologique depuis 200 ans et de dire, par exemple, si on prend l'électricité, qu'est-ce qu'elle nous a apporté et qu'est-ce qu'elle nous a enlevé. Moi, j'avais pris quelques notes comme ça... Juste vraiment à titre de brouillon pour me dégrossir un petit peu la question, pour débroussailler. Et je m'étais dit, imaginez tous ces barrages construits, tous ces fleuves foutus en l'air, imaginez toutes ces centrales nucléaires et les déchets maintenant qu'on doit gérer, qu'on ne sait pas quoi faire. Imaginez la pollution chimique, les lampadaires à vapeur de mercure, imaginez la pollution lumineuse, ce qui fait que dans les villes on ne voit plus les étoiles, bon, on s'en fout des étoiles, mais vous ne vous foutez pas de votre santé. Bon. Or, l'homme c'est un animal diurne qui vit sur un rythme circadien, et si vous faites l'électricité, c'est le progrès, et grâce au progrès vous pouvez travailler en 2/8 ou en 3/8. Et quand vous travaillez en 2/8 ou en 3/8, quand M. Ford fait des équipes de 2/8 ou de 3/8 dans ses usines de Chicago, il fout en l'air la santé de ses ouvriers. Mais sa boîte marche bien. Et donc son exemple est suivi partout dans le monde. Alors vous me direz peut-être, mais on ne peut pas revenir avant l'électricité, c'est impossible, ce serait la catastrophe, ce serait le Moyen-Âge, ce serait des grottes, où est-ce que vous allez, etc. Il se trouve qu'il y a peu de temps, on a été faire une balade sur le Vercors, à côté de chez nous, là, et je suis tombé sur un petit dépliant touristique qui parlait d'un hameau qui s'appelle Tourtre. Bon, c'est un hameau du Vercors, qui explique que c'est un hameau très beau, très prospère, tout ça, et qui dit les canaux, toujours visibles, servaient à l'irrigation et apportaient l'énergie nécessaire aux machines, les moulins, les scieries, les soieries. Tourtre fut longtemps un hameau prospère et industriel, plus important que son chef-lieu, et dont l'activité s'éteignit avec l'arrivée de l'électricité. Ah bon? Donc il y avait de l'industrie, il y avait des ateliers, il y avait de la soierie, il y avait des scieries, il y avait des moulins, avant qu'il y ait l'électricité. Bah oui, en fait, ça existait depuis le Moyen-Âge. Les moulins, c'était les moteurs. Bon. Et les gens vivaient. Ils avaient sûrement leurs défauts, on pourrait en parler, bon, mais moi j'insiste, quel est le bilan de la société électrique? Travaillons à ce bilan, faisons son audit. Je suis étonnée d'entendre parler de Grenoble comme ça, parce que j'avais cru comprendre que vous aviez le premier maire écologiste de France, et donc j'étais un peu admirative que Grenoble fasse ça. Donc, je suis perplexe ce soir. Notre maire est un maire élevé, bon, écologie, Europe Écologie, les Verts, etc. Mais c'est surtout un ingénieur. C'est une tradition grenobloise. Dubedou, grand maire à tout égard des années 60, PSU, etc., était un ingénieur du commissariat à l'énergie atomique. Michel Destot, qui a remplacé Alain Carignon en 1995, était un ingénieur du commissariat à l'énergie atomique, bon, par ailleurs fondateur d'entreprise.
Donc Éric Piolle est un ingénieur de chez Siemens, c'est ça? Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, pardon, oui, de Hewlett-Packard. Et c'est quelqu'un qui a clairement expliqué que l'écologie était tout à fait compatible avec la technologie, d'ailleurs la preuve, lui, et en fait qui soutient le développement technologique de Grenoble pour les raisons mêmes qu'on vous a exposées, c'est-à-dire que la ligne des Verts, de toute façon les Verts c'est SP2, enfin c'est des classes, c'est des bourgeois, quoi, c'est des bourgeois diplômés. Bon, ils sont tout à fait favorables à l'économie numérique, dans laquelle ils voient la solution technique aux problèmes environnementaux. C'est eux qui veulent pucer les poubelles et faire la carte de vie de façon à rationner les ressources. Oui, j'ai expliqué pourquoi on n'avait pas parlé de l'aspect sanitaire, puisqu'il est inhérent donc, comme je disais, à toute innovation technologique. En ce sens, Linky n'est pas nouveau, il vient se rajouter à chaque nuisance sanitaire et environnementale précédente. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Nous, la bouchère de notre quartier a perdu pour 10 000 € de matériel et de marchandises au mois d'août, puisque quand on lui a posé le Linky, sa chambre froide, tout a grillé instantanément. Au jour d'aujourd'hui, elle n'a toujours pas eu de remboursement de son assurance, elle ne sait pas ce que ça va devenir. Donc effectivement, pour l'instant, on la balade et on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc il y a des tas d'histoires en effet, on a beaucoup de témoignages de gens dont les fours électriques se mettent à marcher 24 heures sur 24. Et à chaque fois, la réponse d'Enedis, c'est la suivante, c'est parce que vos appareils ne sont pas aux normes. Donc en fait, il faut que vos appareils électroménagers se mettent aux normes de Linky, aux normes, aux nouvelles normes, sachant qu'en matière d'électricité, les normes, ça change tous les 5 ans. Donc effectivement, c'est pour vous, quoi. En ce qui concerne l'aspect sanitaire, oui, l'électrosensibilité est un mal qui progresse énormément. Et nul ne sait quand il deviendra électrosensible, puisque on ne sait pas. Chacun a un seuil de tolérance différent. Ce qui m'ennuie un petit peu, moi, dans l'histoire de Linky, si vous voulez, c'est que il y a plus de 10 ans, nous, on a publié un livre qui s'appelait Le téléphone portable, gadget de destruction massive, dans lequel on abordait, entre autres, mais pas seulement, mais c'était un tout petit chapitre sur la question sanitaire. Il est évident que les champs électromagnétiques dans lesquels on baigne ne sont pas bons pour nos organismes. Mais moi, j'aimerais bien que tous les collectifs anti-Linky soient aussi des collectifs anti-téléphone portable. Il y aurait une cohérence réelle à lier les deux, si vous voulez. Parce que le téléphone portable est plus nuisible encore que le Linky pour la santé. Donc oui, on peut effectivement mobiliser les gens en disant c'est mauvais pour vous, Linky, parce qu'il y a du CPL, etc. Mais on ne les mobilise pas sur le téléphone portable, donc ça me pose question. Voilà, c'est juste le petit... je ne nie pas ce que vous dites, mais je trouve qu'il y a un problème de cohérence à avoir. Et je suis un peu étonnée de voir tout le monde tout d'un coup s'enflammer sur la question du CPL et des problèmes sanitaires, alors que... Enfin, pas tout le monde. Non, enfin, je veux dire tous les collectifs anti-Linky, quoi. J'aimerais que les collectifs anti-Linky soient aussi des collectifs anti-téléphone portable. Ça serait une occasion de raccrocher les wagons, quoi. Vous voyez ? Oui, parmi les gens avec qui on travaille à Grenoble, bon, il y en a qui, à l'origine, s'étaient mobilisés contre des antennes de téléphonie qui étaient voisines de leur logement. Ça arrive assez fréquemment, d'ailleurs, dans la cuvette grenobloise, que des parents d'élèves, par exemple, se mobilisent parce que l'antenne de téléphonie est trop près à leur goût, trop près de l'école. Et donc, j'avais demandé à ses copains, à ses camarades, et alors, cette antenne, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Parce qu'ils ont milité, ils se sont battus de façon tenace pendant quelques années, quoi. Et ils ont dit, on l'a déplacée. Ah bon ? Donc, elle est chez les voisins. Ils ont réussi à déplacer l'antenne chez les voisins, qui, eux, ne sont peut-être pas capables de former un collectif aussi pugnace et combatif pour dégager l'antenne un peu plus loin chez d'autres voisins. Et donc, c'est pour ça que nous PMO, on ne s'est jamais battu contre les antennes, parce qu'on préfère remonter à la source du problème plutôt que de courir derrière les effets négatifs. Bon, mais ça, c'est, comment dire,
Enfin, en clair, on ne se battra pas pour un Linky inoffensif du point de vue sanitaire. Il nous reste à choisir si vous voulez être libre ou vous reposer. Bon. Si vous voulez être libre, vous devez vous battre contre l'ensemble de la société industrielle et technologique. Avant 1914, il y avait environ 5% de la population qui, à un moment donné, mourait du cancer. C'est une maladie qu'on connaît depuis l'Antiquité, c'est un mot grec, cancer, bon, le crabe, tout ça. Bon. Il y avait environ 5% de gens qui, en fin de vie, etc., devenaient plus fragiles et éventuellement faisaient un cancer et en mouraient. Bon, maintenant, il est considéré comme à peu près normal. Chacun s'attend plus ou moins à dire bah, c'est sûrement d'un cancer que je vais finir, et je connais déjà à quel hôpital d'ailleurs. Bon. Et en tout cas, si c'est pas ça, en tout cas, il y a une bonne chance que je vais avoir un cancer qui va se chroniciser, mais heureusement, grâce aux avancées de la recherche, on va chroniciser mon cancer et je pourrai vivre avec mon cancer assez longtemps. Pour moi, c'est pas un objectif, c'est pas un idéal. Il s'agit de se battre contre ce qui nous rend la vie impossible. Et ce qui nous rend la vie impossible, ce n'est pas les multiples nuisances sanitaires qui découlent automatiquement de la société industrielle et technologique, c'est l'organisation sociale qui se substitue à l'organisation politique, l'organisation sociale logistique, qui fait qu'on n'a plus aucune autonomie, qui fait qu'on n'a plus aucune liberté, qui fait qu'on est... c'est pas seulement Charlot dans les temps modernes qui est pris dans la chaîne de production, et les engrenages, etc. C'est toute notre vie qui est automatisée. Et nous sommes tous sommés de nous plier à des procédures et à des façons de faire que nous n'avons pas choisies. Et on nous dit, ah mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix, tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez étoile, et pour tout comme ça. Ça ne me paraît pas une... Je la vis, cette vie, comme tout le monde, je suis ici, je suis dans le bain, bon. Mais ça ne me paraît pas une vie souhaitable. Et même si on me disait, ah mais tu sais, il n'y a aucun problème, hein, ça ne donne pas le cancer, je n'en voudrais pas quand même. Donc, et comme je n'en voudrais pas quand même, je préfère qu'on remonte à la racine des choses. J'ai des idées fixes, hein, j'ai mes petites marottes, et qu'on fasse cet inventaire de la société électrique pour dire, ou de la société industrielle, de la société technologique, pour dire qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Les gens de la vallée du Rhône, du côté de Montélimar, Pierre-Latte, etc., c'est fantastique. Ils ont des cours de tennis, ils ont des salles polyvalentes, ils ont des piscines, etc. Bon, tout ça, c'est payé par le nucléaire. C'est le prix de leur silence. Vous fermez votre gueule sur les centrales nucléaires qu'on installe dans votre vallée, dans la Drôme nucléaire, et en échange, on vous fait un pont d'or, on vous prend en charge. Moi, je dirais, gardez vos salles polyvalentes, gardez vos cours de tennis, gardez vos piscines, et enlevez vos saloperies nucléaires. Et il en est ainsi sur tout un tas de sujets. C'est la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi. Il y a quelques semaines, je peux bien vous le raconter, on a eu une prise de bec, on a eu maille à partir avec François Ruffin, hein, l'animateur de Fakir, c'est quoi son film déjà ? Merci Patron. Merci Patron, etc. Bon, François est venu à Grenoble soutenir les ouvriers d'Ecopla, c'est une boîte d'aluminium. Bon, les ouvriers d'Ecopla, ils sont tout à fait estimables, ils travaillent dans la vallée, etc. Ils salopent la vallée. Grâce à eux, les vaches sont mortes, les bois sont morts, les gens sont malades, eux-mêmes sont malades, mais ils sont prêts à tout pour garder leur emploi. Ils sont prêts à sacrifier leur environnement, la santé de leurs voisins, leur propre santé, pour garder leur emploi. Bon, il n'y a pas toujours eu une production d'aluminium dans le Grésivaudan. Il n'y a pas toujours eu Péchinet. Il n'y a pas toujours eu Ecopla. Je n'ai pas besoin de petites barquettes en aluminium pour bouffer. Je peux manger dans de la terre cuite, ce n'est pas un problème. Et ils n'ont pas besoin d'un emploi pour vivre, ils ont besoin d'un métier. Avant, on avait des métiers.
Maintenant, on a des emplois. Quand on a un emploi, on est interchangeable, on est impersonnel. On passe d'un emploi à un autre. Au mieux, on va être formé en 1 an, en 2 ans. Ça, c'est pour des emplois d'élite. La plupart du temps, comme pour les poseurs d'Enedis, le mec, il est formé en 1 semaine. Et après, il prend sa petite charrette et il va poser des compteurs Enedis. Donc, moi, je dis, il faut prendre les choses à la racine et dire non, je n'ai pas besoin d'emploi, je n'ai pas besoin de l'argent de l'emploi, je n'ai pas besoin d'aluminium, j'ai besoin d'un métier. Et donc, il faut rendre la terre aux ouvriers. Cette terre qui a été salopée, le Grésivaudan, c'était une des plus belles vallées de France. Les géographes pleurent de joie quand ils décrivent le Grésivaudan d'autrefois. C'est brillant, il y a des vergers, patati, patala. Il n'y a plus rien. Il y a eu des usines, les usines ont foutu le camp, et maintenant, il y a une espèce de terrain vague parsemé de centres commerciaux et de rien, quoi.